Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines et où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. Ils sont célébrés ce 13 septembre. La rentrée scolaire est proche et déjà les parents d'élèves stressent et pour les soulager, les banques proposent le prêt scolaire pour faire face aux dépenses. On en parle dans ce journal. Et nous parlerons également du moustique, un insecte responsable de la transmission du paludisme chez l'humain, mais dont la survie est indispensable dans l'écosystème. La communauté internationale rend ce 13 septembre hommage aux programmeurs et développeurs une journée pour célébrer les changements positifs apportés par ces hommes et femmes, des TIC qui déchiffrent les codes permettant de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un développeur ou même un programmeur, Rodrigue Bavaguetor nous explique dans ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs systèmes qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. La rentrée scolaire et universitaire est déjà là. La récurrente question du préscolaire se pose déjà aux parents d'élèves. Cette somme d'argent octroyée par une banque à ses clients qui les désirent en vue de faire face aux dépenses de financement scolaire. Mais le préscolaire est-il une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves ou est-ce un mal pernicieux? Docteur Dieudonné Assouvi répond au micro de Arnaud Adadia. Ceux qui pensent qu'ils ont le flair de la bonne gestion, ce n'est pas évident. Vous savez, nous sommes dans un contexte, je le dis toujours, de l'économie irrationnelle, où la décision économique est totalement irrationnelle, où on pense qu'on connaît la planification financière, mais en réalité, non. Ce n'est pas parce que j'ai pris 10 francs et que je vais acheter partie avec, je suis allé acheter partie que je suis un bon gestionnaire. Non, c'est pas ça. Donc, il leur faut ça, je dis, pour ceux qui n'ont pas fait l'éducation financière, il leur faut ça. Donc, ceci étant dit, la quotité ne suffit pas parce que les banques plafonnent cette quotité-là par rapport aux revenus de celui qui demande et par rapport à son historique de paiement des crédits antérieurs ou par rapport à des crédits même qu'il a encore en cours. Parce qu'il y en a qui ont 2 ou 3 crédits en cours et plus maintenant les prêts de scolarisation. C'est au regard de cet environnement-là que la banque donne les quotités et qui fait que la quotité ne suffit pas. Pour ces gens-là,
il leur faut voir également les dépenses de leurs enfants. C'est pas combien c'est, voir combien j'ai réellement besoin pour couvrir les dépenses de mes enfants, combien j'ai reçu de la banque et comment je vais faire pour trouver le gap restant au regard de mes revenus d'aujourd'hui, en sachant à peu près ce que va leur coûter la scolarisation d'un enfant, 2 enfants, selon le niveau de l'enfant, collège, université, et pouvoir dégager le gap qu'il faut pour pouvoir chercher ça ailleurs et avancer. Auquel cas, vous voyez des gens qui ont des prêts, mais leurs enfants n'avancent pas comme cela doit parce que ça ne couvre pas leurs besoins. L'autre chose que je vais leur dire, c'est de mettre les enfants dans les écoles, les universités qui sont abordables en termes de coûts, parce que vous avez des écoles ou des universités privées aujourd'hui qui sont excessivement chères et les gens veulent toujours mettre les enfants en pensant que ces universités qui coûtent cher, ils ont la magie de mettre le savoir dans la tête de l'enfant. C'est faux. Il faut qu'il se détrompe. Le travail d'apprentissage, c'est l'individu lui-même, c'est l'enfant lui-même qui doit se donner à cet apprentissage pour avancer dans les connaissances et devenir ce que les gens deviennent dans la vie. Le moustique est un insecte dont la femelle est responsable de la transmission de la maladie infectieuse qu'est le paludisme chez les humains. Mais au-delà d'être des vecteurs de maladies, le moustique constituerait un atout non négligeable dans la biodiversité et pour la survie de l'écosystème. À quoi servent au final les moustiques? La réponse dans ce reportage. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliment à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs. Suivons à présent Eco Inter, une compilation des faits ayant marqué l'actualité internationale. C'est avec Arnaud Adadja.
La gestion des ordures est un casse-tête pour les autorités libériennes. À Monrovia, la capitale, notamment à West Beach Point, des millions de déchets jonchent le sol et servent de jouets. Une situation qui remet en cause le système sanitaire vu la densité de la population. On voit les gens sortir les déchets de leur maison et les amener à la plage, à lâcher ce citoyen interrogé. C'est une menace sérieuse non seulement pour les espèces sous-marines, mais aussi pour l'être humain. Sur place, des mobilisations s'organisent pour corriger la situation. Apport de solutions aux effets du changement climatique chez les agriculteurs du Cameroun. Dans le nord du pays où les terres cultivables diminuent du fait de la dégradation, une technique de production agricole ouest-africaine donne du sourire aux agriculteurs. Le zaï est une technique ancienne de production répandue en Afrique de l'Ouest, mais méconnue au Cameroun. Elle a été importée et donne déjà de très bons résultats sur des terres dégradées. Selon l'assistante chef projet forêt et développement, il faut faire des trous qui doivent être distants de 90 cm avec une profondeur de 20 cm. Des trous dans lesquels on dispose du compost et enfin des semences. L'eau de pluie qui sera piégée va faciliter le bon développement de la semence. Pour cet agriculteur, tout pousse à nouveau sur un sol autrefois asséché. Décès de la reine Elisabeth II, le prince Charles, accompagné de sa sœur Anne et de ses frères Enjo et Edward, ont participé lundi à une veillée funèbre dans la cathédrale Saint-Gilin d'Edinburgh, où repose le cercueil de leur mère, la reine Elisabeth II. Une cérémonie que le nouveau souverain du Royaume-Uni a voulu populaire et accessible. Quelques jours avant les funérailles à Londres, de nombreux Britanniques, parfois émus aux larmes, sont venus rendre un dernier hommage à la défunte reine. La viticulture égyptienne est l'une des plus anciennes du monde, bue par les pharaons il y a 3000 ans. Le vin local souffre pourtant d'une mauvaise réputation. Aujourd'hui, ces producteurs tentent de relever le défi d'en améliorer la qualité avec l'espoir de pouvoir un jour l'exporter. Il est 10 h du matin, les ouvriers sont à la tâche dans cette exploitation au nord du Caire. Ici, on cultive une dizaine de cépages, pour la plupart adaptés à des conditions peu clémentes, dont une chaleur excessive, mais pas uniquement. Cet ingénieur agronome est venu inspecter la vendange de l'année. Les problèmes que nous rencontrons dans la culture du raisin en Égypte sont la salinité élevée de la terre et de l'eau. Nous avons choisi ce lieu de Khatadba parce que la salinité de la terre n'y est pas élevée. En ce qui concerne l'eau, on est entre 200 et 500 mg par litre. C'est très adapté à la culture du raisin. Si les vignes se situent au nord du pays, il faut se rendre à Gouna, station balnéaire huppée au bord de la mer Rouge, pour suivre le processus de vinification. C'est ici que Labib Kalas a élu domicile. Œnologue, il élabore depuis une vingtaine d'années le vin égyptien. J'avoue qu'ici, on a des limites. Donc, on ne peut pas faire un grand vin égyptien qui soit à la hauteur des grands vins européens. On sait qu'on a beaucoup de contraintes dans le pays. Les vins importés sont assujettis à 3000% de douane. C'est une chose très positive pour les producteurs de vin. Et les gens qui vivent ici et les touristes profitent de cet avantage pour acheter égyptien. Et dans les bars branchés de Gouna, l'enthousiasme est là. Lors de cette soirée privée, le vin égyptien s'invite à la table des fêtards. En termes de prix, il est très abordable. Il n'est pas sucré. Donc pour moi, c'est important, un vin qui est rond. Ayant essayé vraiment le vin à plusieurs reprises, je trouve qu'il s'améliore beaucoup en termes de goût. Centré sur un marché national à destination des touristes, le vin égyptien demeure confidentiel, mais n'exclut pas une carrière à l'international. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite de nos programmes.